Au parti pris, nous rejoignent Abdou Chalmani pour l'International, Ruth Elkrief pour la politique et Pascal Perry qui revient lui aussi pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth. Alors, votre parti pris, ça peut paraître anecdotique, mais vous dites, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer là-dessus. La nouvelle, entre guillemets, petite phrase de Sandrine Rousseau du côté des Verts, qui voudrait désormais qu'on dénomme les steaks, notamment sur les cartes de restaurant, cadavres d'animaux. Ne dites plus steak, mais cadavres d'animaux. Oui, Sandrine Rousseau, elle aime le buzz. Elle nous a habitués. Alors, sa dernière saillie, c'est dans un entretien à un podcast Futur, au podcast Futur. Elle propose de faire passer une loi pour renommer dans les menus les steaks cadavres d'animaux. Écoutez. J'aimerais bien un jour réussir à passer une loi où on appelle les steaks de la bonne manière, c'est-à-dire des cadavres d'animaux. Les menus des restaurants auraient beaucoup plus d'allure s'il y avait cadavres de vaches plutôt qu'entrecôte. Je suis sûre que ça dissuaderait un peu. Alors, vous voyez, elle en rit elle-même, en quelque sorte. Elle a une forme peut-être un peu d'autodérision, ou en tout cas, elle voit bien qu'elle ironise au 2e degré sur quelque chose qui est une provocation. Et dans le fait provocation qu'elle multiplie, qui est un peu sa marque de fabrique depuis qu'elle est élue. Alors, elle sait qu'elle va susciter des réactions, et d'une certaine façon, c'est délibéré. Enfin, on sent qu'il y a un fond de conviction. Ah, totalement. Pour la députée écologiste, cette punchline, elle vise à faire réfléchir, évidemment, au lien entre viande et animal abattu. Elle poursuit son combat contre la consommation excessive de viande, à l'origine de nombreux maux de notre société. D'abord, la maltraitance des animaux, selon elle, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre, l'usage des terres, de l'eau, la déforestation. Ce sont des faits qui sont établis. La question est de savoir de quelle façon aborder ce problème. Alors, ça n'a pas manqué. Il y a eu des réactions assez vives. Par exemple, l'agricultrice députée européenne Les Républicains, Céline Imard, qui a riposté en la traitant de croque-mort de l'agriculture. Et puis, de nouveau, les représentants du monde agricole qui ont dénoncé une provocation et qui ont déploré ce mépris qu'ils considèrent voir dans cette expression. Pourquoi ? Parce que eux, et c'est vraiment, effectivement, de vision du monde, de culture, de civilisation en quelque sorte. Eux, ils défendent une longue histoire humaine, effectivement de l'abattage, mais à condition qu'elle soit appliquée avec des normes et sans cruauté. Alors cette saillie, elle a aussi été détournée dans les réseaux sociaux. Je peux pas vous en montrer parce que on a eu un tout petit problème technique, mais ça s'appelle le cadavre de vache grillée, morceaux de bovin aux sauces poivrées, dépouilles de poulet rôti, enfin pour vous faire. Et puis ça va plus loin. Il y en a qui ont adapté à salade égale feuilles décapitées, ovules de poule, etc. Bon, pour un petit peu caricaturer la position de Sandrine Rousseau. Est-ce que c'est une bonne façon de faire de la politique ? Alors, d'abord, rappelons qu'elle a l'habitude. Elle n'en est pas à sa première sortie. Vous vous souvenez, la sortie sur le barbecue et le virilisme. On l'écoute. Aujourd'hui, aux États-Unis, prendre une photo d'un barbecue, se retrouver autour d'un barbecue avec des grosses côtes de bœuf, c'est quelque chose qui est très identitaire d'une appartenance politique aux Républicains et notamment au camp de Trump. Et donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une bataille culturelle vraiment à mener et que ça ne soit pas non plus un symbole, allez, je le dis, quand même de virilité que d'aller manger une entrecôte sur un barbecue. Voilà, c'est une vieille histoire qui date de la campagne électorale. Et même Fabien Roussel, le communiste, avait protesté à l'époque en s'affichant en famille autour d'un bon steak pour vanter le mode de vie français. Alors Sandrine Rousseau, elle avait aussi choqué lorsqu'elle avait été interrogée sur un autre podcast et elle avait dit qu'elle n'en avait rien à péter de la rentabilité des agriculteurs en pleine crise agricole. Bon, ça non plus, ça n'a pas plu. Alors, est-ce que la provocation, ça fait partie de la politique ? Bah oui. Oui, c'est vrai. C'est normal. Sauf si cela atteint une personne, si ça déclenche de la haine, de la discrimination. On parle de provocation qui est contrôlée, qui est quelque chose qui ne doit pas avoir des conséquences sur un individu, sur une personne ou sur un groupe de personnes. C'est très important. Mais c'est vrai que ça sert à sensibiliser des électeurs à des sujets peut-être ignorés. Sur le principe, je suis assez d'accord. Mais je voudrais quand même dire que je suis pas tout à fait sûre que cette brutalité dans les mots soit la plus efficace. Je crains que les déclarations aussi
tonitruantes, même si elles nous font réagir. La preuve, c'est qu'on en parle. Elle n'est pas comme effet, elle n'est comme effet que de convaincre les convaincus. Et pas de convertir réellement ceux qui n'y croient pas. Sandrine Rousseau, elle conforte sans doute son électorat, je dirais même son fan club. Mais je pense pas qu'elle l'élargisse à cette occasion. Il suffit de voir les chiffres d'intention de vote pour les écologistes. Alors, elle n'est pas la seule représentative, vous allez d'ailleurs le voir. Mais on voit pas que des déclarations aussi violentes soient entendues ou écoutées, ou en tout cas attendues par les Français. Et pour finir, je pense aussi que le niveau de maturation de l'opinion sur ce sujet a beaucoup évolué. Alors on peut dire que c'est grâce à certaines déclarations ou grâce aux écologistes. Et quand même, on peut tous, chacun, réfléchir à sa consommation de viande sans pour autant y mettre du sang et des cadavres. Et je voudrais qu'on conclue en écoutant deux personnalités très différentes qui se sont exprimées sur cette question, dont l'une n'est pas si loin de Sandrine Rousseau. Moi, à titre personnel, je ne mange pas de viande depuis 2009. Je n'ai jamais demandé à tous les Français de faire comme moi. Je suis végétarien. Vous tombez bien. Attendez. Vous croyez que je vais vous pourrir la vie en vous disant que vous mangez un cadavre? Elle va faire détester des gens comme moi. Abdous. Écoutez, moi, elle me terrorise. Elle me terrorise parce que là, c'était des interventions anecdotiques. Mais moi, je me souviens très bien qu'une fois invitée dans l'émission Quotidien de Yann Barthès, elle avait expliqué que toutes les formes d'humour n'étaient pas recevables et qu'en gros, il fallait rééduquer les gens au rire et qu'il y avait plein d'endroits où il ne fallait pas rire. Et je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai la chance de naître dans une famille communiste qui avait toujours cette tendance-là, vous savez, à vouloir imposer et à dire voilà comment on doit faire, et si tu sors des clous, en gros t'es un traître, t'es un social traître et tu respectes pas la cause. Et moi, ça, c'est toujours des choses qui me terrifient. C'est que ça, c'est toujours sous la forme d'une blague, mais quand on imagine qu'il faut rééduquer les gens au rire, alors que c'est la chose la plus spontanée qui existe au monde, c'est tout l'ensemble, moi, que je trouve assez terrorisant. Pascal, je sais pas si vous voulez dire un mot. Si on veut remplacer, bien un obstacle technique quand même, si on veut remplacer les molécules artificielles, vous savez que les écologistes condamnent les pesticides, par du lisier. Qu'est-ce que c'est que le lisier? Oui. Le lisier, ce sont des déjections animales. Il faut un modèle d'élevage, et un modèle d'élevage extrêmement robuste. Donc on a besoin des animaux. On peut les manger ou pas, mais s'ils sont là... Vous gardez la parole, Pascal. Votre parti pris économique, un ministre veut tenter une opération vérité sur la retraite, et en particulier la retraite des fonctionnaires, et vous dites pourquoi pas? Ben oui, parce que nous avons en France un modèle comptable de calcul de la retraite des trois fonctions publiques qui est insincère. On va prendre la fonction publique d'État qui concerne ce que dit Monsieur Amiel. Chaque ministère, il faut regarder quel est le taux de cotisation. Chaque ministère cotise actuellement, pour chaque fonctionnaire, à hauteur de 80% du salaire, alors que le taux de cotisation dans le secteur privé n'est que de 17%. Ça veut dire donc que le taux de cotisation dans le public, pour l'État, est anormalement élevé et que, au fond, donc, il révèle un déficit chronique qui se traduit par une subvention d'équilibre. Cette subvention d'équilibre, on l'estime entre 40 et 50 milliards d'euros. Système très hypocrite, donc, puisque la proposition du ministre des Comptes publics est une petite bombe politique, David Amiel, en substance, et qu'elle vise à distinguer dans les budgets des ministères ce qui ressort des dépenses de fonctionnement, donc des services publics, si vous voulez, et des dépenses de retraite. Il y a quelques jours, sur Radio J, interrogé sur ce sujet, David Amiel disait « Les Français payent des impôts, je rencontre des Français qui payent des impôts, qui en payent même beaucoup pour certains, et puis ils ont le sentiment de n'avoir rien en retour. Les services publics sont à l'os. » Très bien. On va prendre le budget de l'éducation nationale et, à mon sens, c'est un budget qui illustre assez bien la situation que décrit Monsieur Amiel. Absolument. 90 milliards d'euros de budget, mais 30% consacrés à la retraite des enseignants. Alors, il n'est pas question de contester la retraite des enseignants. Ce qu'on discute là, c'est le mode de calcul. Et moi, je ne veux plus entendre un certain nombre de syndicalistes me dire que la retraite du public, c'est à côté et qu'il faut travailler uniquement sur celle du privé. La réalité, c'est qu'on a un système de retraite global en France qui fonctionne par solidarité. Ce qui manque au public, ce sont les contribuables qui le financent, les contribuables qui payent des impôts. Donc il y a
En France, cette situation un peu anormale, on va dire qu'elle est, en tout cas, oui, anormale, c'est le mot. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une particularité des fonctionnaires démographique? Alors si, je dirais un petit mot de la démographie, mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan technique, il n'y a pas de caisse de retraite des fonctionnaires de l'État. Quand l'État embauche un fonctionnaire, il s'engage sur entre 40 et 42 années d'activité, une vingtaine d'années, grosso modo, de retraite et 10 années de pension de réversion. C'est-à-dire la retraite, la moitié de la retraite, un peu plus de la moitié de la retraite au conjoint survivant. Donc le projet en cours, là, est une première étape, et l'étape suivante consistera à fixer un taux de cotisation employeur différent de celui qui existe aujourd'hui, et à montrer précisément quelle est l'ampleur du déficit. Je pense que les Français ont le droit de savoir. Oui à la transparence. Alors, moi je dis oui. L'Institut des politiques publiques, d'ailleurs, pense la même chose, puisque elle suggère de fixer le taux non plus autour de 80% comme je l'ai évoqué, mais à 35%. La subvention d'équilibre annuelle serait non plus de 40 milliards d'euros, mais de la moitié, 20 milliards d'euros. La Cour des comptes va proposer, elle aussi, un taux. L'INSEE, qui travaille à une normalisation de la comptabilité nationale pour 2030, fera des propositions. Et puis, il y a cette proposition choc aussi de Jean-Pascal Beaufray, qui est un ancien inspecteur des finances, qui est proche des contribuables associés, qui voudrait aligner purement et simplement le taux de cotisation du public sur le taux de cotisation du privé. Et là, évidemment, la subvention d'équilibre exploserait. Elle serait très supérieure à 100 milliards d'euros chaque année. Mais la situation montrerait, l'examen de la situation montrerait au moins que le modèle est en réalité à terme tout à fait intenable. Le problème des retraites en France, c'est donc en partie, c'est pas une stigmatisation des fonctionnaires, hein. Je veux être très clair là-dessus. C'est quand même majoritairement le problème du public. Vous ajoutez à ce que je viens de décrire les déséquilibres de la caisse de retraite, la caisse complémentaire de retraite des agents des collectivités locales, et vous verrez que la cour est pleine. Moi, je pense donc que les Français ont parfaitement le droit de savoir où se trouvent notamment les avaries, et je constate qu'il nous a manqué, au moment de la discussion autour de la réforme des retraites, un certain nombre d'indicateurs très précis. C'est donc un examen, un exercice qui est indispensable et salutaire. Il l'est d'autant plus, et ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure, que le nombre de fonctionnaires en tant que tel continue de diminuer, va diminuer, c'est-à-dire que dans la fonction publique, on continue de créer des emplois publics, c'est tout le paradoxe d'ailleurs, la nuance à apporter, mais des emplois de contractuels. Donc la base contributive pour la retraite des fonctionnaires, on a des fonctionnaires qui, comme les autres, vivent de plus en plus longtemps, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais la base de contribution se réduit, et donc il est temps d'examiner une bonne fois pour toutes cette question pour faire la transparence sur ce que coûte le système de retraite des fonctionnaires de l'État. En tout cas, voilà, transparence n'est jamais mauvaise par principe. Ça avait été proposé et refusé à plusieurs reprises, rejeté en quelque sorte, notamment par François Bayrou au commissariat au plan. Amnous, votre parti pris international. Un match de foot Corée du Sud contre Corée du Nord. Mais Ça oui. n'avait pas eu lieu depuis très longtemps. Mais un oui. match ne fait pas la paix, nous dites-vous. Vous allez nous montrer des images. Oui, mais quand même, c'était hier soir à Suwon, c'est à 30 km de Séoul. Vous aviez le club féminin nord-coréen Naego Yang qui battait l'équipe sud-coréenne de Suwon FC 2-1 dans les dernières minutes. Et c'est la capitaine nord-coréenne Kim Kyung-yong qui a offert un but de la tête à la 67e minute. Vous êtes bonne en foot, en fait. Non mais j'ai fait un effort là. Offrant, je fais bien. Offrant le ticket pour la finale à son équipe face au Japon, ça sera samedi soir. Alors d'abord, vous avez raison, c'est la première fois en 8 ans qu'une équipe nord-coréenne se déplace chez son voisin du Sud. Une éternité pour un pays qui reste techniquement en guerre depuis 1953. On a tendance à l'oublier. Ce n'est que un armistice. La paix n'a jamais été signée depuis 70 ans entre j'allais dire, ce même pays, puisque c'est le même pays, mais coupé en deux depuis 70 ans. D'autre part, eh bien, figurez-vous que dans le stade, et ça, je suis désolée, nous n'avons pas les images, dans le stade sud-coréen, des supporters, donc sud-coréens descendants des nord-coréens, ont soutenu l'équipe de Corée du Nord. Ah, Est-ce que c'est pas merveilleux? Et pourquoi alors? Et
parce que c'est des descendants des Nord-Coréens et qu'il y a quand même toujours cette volonté, mais ce qui est normal, c'est une déchirure cette frontière depuis 53, c'est qu'il y a des gens qui ont encore des cousins de l'autre côté. Mais comme la loi sud-coréenne interdit toujours de brandir le drapeau nord-coréen parce que ça a causé pour l'ordre public, quoi. C'est un problème pour l'ordre public. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les supporters nord-coréens qui soutiennent la Corée du Nord, leurs cousins de Corée du Nord? Eh bien, ils ont agité des drapeaux représentant la péninsule entière, en gros, ce qui pourrait être le drapeau de la Corée réunifiée. Alors, vous avez trouvé ça cucu. Mais moi, j'ai trouvé ça beau. C'est-à-dire que ce qui, dans la réalité, n'existe pas, soudain, a existé sur un bout de tissu. Et rien que ça, moi, ça m'a un peu réchauffé le cœur. Et, d'accord, c'est pas pour demain, la réconciliation, encore moins la réunification. Et pourtant, c'est dire si Lee Jae-myung, président de Corée du Sud depuis juin 2025, qui avait promis dans son discours d'investiture de, je cite, guérir les blessures et de rouvrir le dialogue avec le Nord, c'est dire s'il l'essaye. Et là, il a tenté quelque chose en janvier 2026, où j'ai trouvé ça super. Il a publié sur les réseaux sociaux une photo de 2 pingouins. Ne riez pas, c'est très sérieux. Ces 2 pingouins sont les personnages du dessin animé coréen Pororo, dont les premières saisons avaient été coproduites entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc c'est 2 pingouins hautement symboliques, et il a appelé Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, à une rencontre. Donc évidemment, après la diplomatie du panda chinois, voici venu le temps de la diplomatie du pingouin coréen. Moi, je trouve ça beau. Voilà, c'était une bonne idée, c'est une coproduction, et pourquoi pas. Alors, vous avez d'un côté ce président sud-coréen qui tente le coup du pingouin, et en face, vous avez Kim Jong-un qui, la veille de l'initiative pingouin, annonçait avoir lancé 2 missiles hypersoniques et préparé ses farces nucléaires pour, je cite, une guerre réelle. Alors, c'est une habitude, c'est ce qu'on appelle le grand TK nord-coréen, main tendue et missiles simultanés. Donc, bien entendu, après ce que je viens de vous raconter, s'il y a réchauffement, ce réchauffement n'existe évidemment que sur un terrain de foot, mais ce sont des petits signes. Et vu la situation de blocage depuis 70 ans, c'est pas mal quand même ces signes-là. Et on a toujours tendance à oublier, et ça c'est bien de le rappeler, la Corée du Nord, c'est pas une dictature lambda. On les connaît, les dictatures. C'est pas on bâillonne les oppositions et on truque les élections. Non, c'est une dynastie héréditaire close sur elle-même depuis 1948. Là, vous voyez la lignée qui a été basée sur la terreur, sur la propagande totale. Kim Jong-un, c'est pas un autocrate qui s'est emparé du pouvoir. Il a reçu un pays entier en héritage, avec la mission, parce que c'est à ça qu'il a été formé depuis l'enfance, de continuer comme ses aïeux, et il n'a pas bougé une ligne. Donc, vous allez me dire, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'un match de foot? Ce match de foot, c'est quand même aussi être réaliste, c'est ce que le régime a laissé faire. C'est-à-dire, elles avaient le droit de jouer, mais elles n'avaient pas le droit de voir. C'est-à-dire qu'elles étaient complètement isolées. C'est-à-dire, elles n'ont pas dit youpi, on va jouer en Corée du Sud. C'est qu'elles ont été amenées manu militari, entourées des services de renseignement de militaires. Elles étaient dans un hôtel limite où elles n'avaient pas accès à la vue même extérieure. Elles ont mangé seules. Elles ont évidemment pas eu droit aux visites parce que le cauchemar de la Corée du Nord, vu la propagande sur le Sud, tout le monde vit dans la rue, il y a rien à manger, etc. Ça serait qu'elles voient. C'est un château de cartes idéologique, la Corée du Nord. Le fait d'avoir accès à la liberté sud-coréenne, de voir que non, c'est pas des misères à tous les coins de rue, ça pourrait évidemment la faire basculer. Et là, vous allez me dire, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la réunification allemande en me disant, oui, même si, vous remarquerez que la réunification allemande, encore aujourd'hui, il y a encore des cicatrices, pas tout à fait cicatrisées vis-à-vis de l'Est. Dans ce contexte-là, c'est pourquoi elle a marché la réunification allemande, faut être honnête, c'est que l'Est s'est effondré. La seule solution, ça serait qu'elle s'effondre, que le Corée du Nord s'effondre. Mais l'Allemagne de l'Est n'avait ni Kim Jong-un, qui est persuadé que c'est sa cour de récréation, son pays, ni le nucléaire. Ça, elle avait un grand tuteur qui s'appait l'Union soviétique. Oui, mais elle n'avait pas le nucléaire, ça change quand même un peu la différence. Donc, ce qui s'est passé hier à Suwon, ce match de foot, c'est pas rien, mais c'est pas assez. C'est pas un match de football qui va libérer 25 millions de Nord-Coréens qui sont enfermés dans leur propre pays, et ça va pas démanteler une ogive nucléaire, c'est sûr. Mais il prouve, alors c'est jeudi, j'essaie d'être optimiste, mais il prouve qu'il y a quand même toujours un espoir possible, rien que d'imaginer des Sud-Coréens qui brandissent le drapeau de l'unification. C'est ça qui vous a plu. En envoyant un signal à leurs cousins, parce que ça reste des cousins. C'est dommage qu'on voit pas le drapeau en question. Oui. On n'a pas pu avoir accès aux images, mais parce que c'est quand même ça qui est important, c'est pas 2 pays distincts, c'est le même pays coupé en 2, donc c'est des familles qui ont été coupées en 2. Et ça, c'est quand même une grande tragédie humaine.
Merci à vous trois pour ces partis pris et merci à vous de nous avoir suivis.